Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis absolument ravie de vous retrouver ce matin pour ce colloque Migration. Merci de vous être levés tôt pour venir au Musée de l'Homme. Colloque Migration qui est co-organisé avec le groupe de recherche HAC et le soutien de la NCT et qui s'inscrit dans une saison beaucoup plus large autour des migrations. La question des migrations, vous le savez, est aujourd'hui largement présente dans le débat public, en France, en Europe, aux États-Unis aussi, comme vous l'avez constaté ces dernières semaines. Sujet brûlant, souvent maltraité, il nous paraissait important de débattre aujourd'hui de cette thématique avec des experts de différentes disciplines. Je rappelle que lorsque le Musée de l'Homme a été créé, en juin 1938, il affirme à cette époque l'unicité de l'espèce humaine dans un contexte de montée des fascismes et de la xénophobie. Refondu en 2015, le Musée de l'Homme est un musée de sciences et un musée de société dédié à l'être humain, de partage des connaissances accessible à tous, un lieu de débat citoyen, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Ce musée d'engagement, le Musée de l'Homme, c'est un musée laboratoire où des chercheurs de différentes disciplines s'y côtoient au quotidien. Cette proximité favorise une interdisciplinarité féconde permettant de mieux comprendre le monde qui nous entoure et d'évaluer la capacité de notre espèce à imaginer aussi des scénarios futurs. Dans ce contexte, en 2018, le Muséum national d'histoire naturelle, dont fait partie le Musée de l'Homme, publie un manifeste intitulé « Migration ». Ce manifeste a été rédigé par un comité d'experts présidé par Frédéric Schluss, professeur au Muséum, qui interviendra d'ailleurs aujourd'hui avec nous. Et ce comité a rassemblé des scientifiques de différentes disciplines. Sociologie, anthropologie, démographie, écologie, géographie, archéologie, génétique, philosophie, préhistoire. Tout ça pour mieux cerner la diversité des enjeux de société autour du phénomène des migrations. Le propos était vraiment de projeter un éclairage scientifique sur une thématique complexe, bien trop souvent réduite à sa dimension polémique. Je voudrais rappeler ici deux extraits de conclusion finalement de ce manifeste Migration. Je cite. « L'histoire naturelle rappelle que la notion d'hospitalité distingue les humains des autres espèces humaines. Des autres espèces animales, pardon. Lapsus, intéressant. Elle replace ainsi le cadre du débat sur la question morale et sociale du choix de notre modèle de société entre recherche d'une nécessaire stabilité et solidarité humaine. Les tensions s'exacerbent aux frontières, où se renforcent les barrières physiques, policières ou législatives, démontrant ainsi qu'il n'existe pas de crise de migrants, mais une crise de l'accueil. Suite à ce manifeste, nous avons donc conçu une saison migration au Musée de l'Homme avec les expositions WAX. Vous avez pu en avoir un petit aperçu en arrivant jusqu'à l'auditorium, et l'exposition Migration, une odyssée humaine, présentée juste au-dessus, ici, au musée. C'est donc toute cette saison qui a inspiré ce colloque. Dans Migration, une odyssée humaine, l'exposition se propose de prendre un peu de recul pour déconstruire les idées reçues associées aux migrations, en croisant plusieurs disciplines scientifiques et en abordant ces questions sur le temps long et à l'échelle de la planète. Nous évoquons notamment le chiffre de 4% dans cette exposition. 4%, c'est aujourd'hui la part de la population mondiale qui vit en dehors de son pays de naissance. Ce chiffre est stable depuis des années. Et l'exposition essaie donc d'expliquer pourquoi et comment on migre à travers des exemples précis et des trajectoires incarnées. Et puis l'exposition WAX, qui ouvre aujourd'hui au public, présente ce tissu emblématique du continent africain dont les couleurs et les motifs ont traversé les frontières et les décennies. Mais l'exposition WAX aborde une question anthropologique sur l'identité de ce tissu entre histoire coloniale et réappropriation. C'est une exposition en deux volets, l'un consacré à l'histoire du WAX depuis plus de 120 ans, entre Asie, Europe et Afrique,
et l'autre à son actualité sur la scène de la mode, du design et de l'art contemporain. Cette saison Migration au Musée de l'Homme s'inscrit dans une lignée de programmation où les sujets d'actualité sont questionnés. En 2017, le Musée de l'Homme présentait l'exposition « Nous et les autres, du préjugé au racisme ». En 2021, nous présentions « Portrait de France », déjà en partenariat avec la CHAC, qui mettait en lumière 58 personnalités étrangères qui avaient contribué à l'histoire de France. Ces deux expositions sont d'ailleurs toujours présentées en France, dans différents lieux. Aujourd'hui, ce colloque poursuit nos réflexions sur ces sujets qui méritent d'être approfondis et débattus. Le Musée de l'Homme se positionne ainsi comme un musée citoyen engagé dans les débats de société. Pour conclure, j'aimerais rappeler une dernière citation de ce manifeste Migration. « La mobilité est indispensable au maintien de la vie sur Terre. Elle est, en particulier sous forme de migration, une caractéristique fondamentale des sociétés, une dimension essentielle de l'histoire humaine, une composante centrale de la vie sociale qui a permis aux humains d'habiter le monde. » Dans cet esprit, je vais donner la parole à mes acolytes pour l'organisation de ce colloque du groupe de recherche HAC, Pascal Blanchard, son coprésident, et Yvan Gastaut, maître de conférence, avec qui nous avons organisé cette journée. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. À vous, messieurs. Toujours un plaisir d'ouvrir les colloques avec Aurélie et son accueil, ainsi que celui de ses équipes dans ce musée, où c'est vrai qu'avec Yvan, ça fait quelques années que nous essayons d'œuvrer pour proposer des belles expos, des rencontres, des colloques, et surtout un colloque qui se situe, et on peut le dire, dans une actualité, à croire qu'on a programmé cette date par rapport à l'actualité mondiale et nationale. L'actualité, elle est marquée en France par de récents propos de notre Premier ministre qui ont quand même posé un débat sur la notion de submersion, qui n'est pas un mot neutre, qui est un mot qui interpelle, qui en tout cas a interpellé beaucoup l'opinion publique, les médias, mais aussi la réflexion sur le rapport que l'opinion publique pouvait avoir aux migrations. Un contexte international avec un président américain que l'on pourrait considérer comme actif depuis quelques jours et qui, sur la question migratoire, en tout cas, a mis en place une vieille histoire de l'Amérique. On en parlait tout à l'heure avec Pascal et Aurélie avant d'arriver. Ce que fait Trump aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que ce qu'avait fait Eisenhower dans les années 50, en expulsant 2,5 millions de Mexicains. C'est ni plus ni moins ce qu'a fait l'Amérique au début du siècle, en refusant sur son sol, notamment aux anarchistes et à ceux qu'il considérait comme dangereux de venir. Ça s'appelle une sélection politique ou identitaire, voire raciale, dans l'immigration. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis l'Allemagne, qui vit une actualité également brûlante sur l'histoire de l'immigration, avec les élections qui approchent et l'AfD, qui propose ni plus ni moins qu'une réimmigration de population, y compris pour certains en Allemagne depuis très longtemps, voire même qui aurait la citoyenneté ou non, c'est un peu flou. En tout cas, toute cette actualité nous passe dans un triple débat. D'abord qu'il faut regarder sur le temps long les migrations, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, qu'il faut regarder aussi dans notre présent autour de l'actualité pourquoi il y a ces moments de tension aujourd'hui, et puis de regarder aussi l'avenir, c'est ce que va proposer cette journée, de savoir ce que vont être et la perception et les mouvements migratoires au regard des grands enjeux du XXIe siècle. Bon, alors on a prévu un petit ping-pong comme ça avant l'introduction. C'est le ping-pong, ça. Voilà. C'est bien les déjà lancé la partie. Ouais. Donc l'idée est de dire que l'immigration est de réfléchir à ces dimensions sensibles du sujet, à l'échelle de la France, bien entendu, mais aussi en Europe. Y a-t-il une dimension française, spécifiquement française, ou aussi européenne et mondiale, tu viens de le dire. On a beaucoup évoqué aussi, et on peut sans doute le décliner aujourd'hui, cette fonction miroir, cette fonction miroir d'une société qui, finalement, à travers ce sujet, nous incite à réfléchir à nous-mêmes, à nos desseins collectifs et individuels. Bon, le débat est vif, et je pense qu'il risque de l'être aujourd'hui, mais sans doute un débat qui s'inscrit dans un passé, dans une temporalité. On pourrait déjà situer, Pascal, je ne sais pas ce que tu en penses, le début des années 1980, une sorte de chronique, de feuilleton régulier des Français, un rendez-vous avec la question de l'immigration. Souvenez-vous, souvenons-nous des gants de boxe
qui avait été donné par un journaliste à Jean-Marie Le Pen et à Bernard Tapie en 1989, dans un vif débat. La même année, c'était la question du voile. Souvenons-nous, l'affaire, tout à l'heure tu parlais de la crise de l'accueil en 1996, hein, l'accueil des personnes venues d'Afrique dans l'église Saint-Bernard. Souvenons-nous du ministère de l'Identité et de l'immigration en 2007. Souvenons-nous de plein de choses, des lois qui ont été discutées à certaines époques, à différentes époques. Donc tout ça peut apparaître comme un peu parfois redondant, peut-être même exaspérant. Il s'agira dans cette journée peut-être de réfléchir aussi à la manière dont le débat se renouvelle ou pas sur ce sujet. Hein. Et ça, il me semble que c'est un élément fondamental. Et ce que vient de dire Yvan, en fin de compte, on se rend compte qu'il y a à chaque fois une distance qu'il faut prendre avec le temps. Les années 80, les années 70, elles sont proches de nous, on les a en mémoire, parce que pour beaucoup d'entre nous, on les a vécues, on a perçu ces débats, on a été actifs, on a pu militer, on a pu s'opposer, on a des fois pu être d'accord avec des réflexions sur les politiques publiques. Bon, on a tous oublié, parce que peu d'entre nous étaient actifs à ce moment-là dans les années 30. Et les années 30 sur la question migratoire, ce n'est pas un petit sujet. C'est un moment de rétraction de la société française et européenne, avec extrêmement une politique de restriction, et déjà avec une base extrêmement racialiste sur ce qu'on appelait les indésirables. Rappelons-nous la fin du 19e siècle et tous les débats qui traversent la société. Nous sommes en plein empire colonial et conquête coloniale, et les débats sur qu'est-ce qu'être français ou européen traversent la société. Donc on voit que remonter le temps, et aujourd'hui d'autres spécialistes que les historiens, et c'est très bien, vont travailler sur le temps très long. C'est-à-dire arriver à poser les jalons aussi de quelque chose qui est en fin de compte dans l'âme humaine. Partir, voyager, s'installer, travailler, faire que sa famille se rejoigne, étudier. Depuis l'aube des temps, le phénomène migratoire existe. Et c'est ça aussi qui est important à voir, c'est qu'on a l'impression que là, on réagit sur quelque chose qui serait une actualité brûlante et actuelle, qui n'aurait pas en fait d'historicité sur le temps long. En fait, la Terre ne serait pas peuplée si les gens n'avaient pas voyagé. C'est d'une banalité incroyable. Alors sur le thème de l'immigration, le thème spécifique de l'immigration, il existe, hein, tu l'as dit tout à l'heure Aurélie, des réalités tangibles hein, sur lesquelles on pourra aussi discuter, hein, des réalités avérées, des lois, des chiffres, des politiques publiques qu'on évalue à différentes échelles, mais il y a aussi le ressenti, hein, il y a aussi les représentations, il y a aussi les imaginaires. Ces dimensions-là sont tout autant mobilisables. Comment faire la balance, l'amalgame entre les deux. Finalement, le ressenti, les représentations peuvent être des éléments perturbateurs qui obligent à se confronter soi-même et en collectif à la complexité du monde. Donc, on peut penser hein, avec Pascal que ce colloque va essayer de se donner pour objectif d'explorer ces ressorts hein, des mobilités humaines. L'originalité, c'est d'essayer de les prendre dans un temps très long. Hein, alors que nous, plutôt contemporanéistes, on est plutôt, on va dire, limité dans le 19e et 20e siècle. Là, il y a un trend extrêmement long. Et dans ce contexte, effectivement, réfléchir aux réactions et aux horizons que ce sujet met en scène, avec peut-être aussi des dimensions locales ou territoriales. Alors, bien entendu, un débat comme ça, c'est amusant parce que sur certaines tables rondes, les gens nous ont dit, en commençant à nous appeler, de toute façon, on va tous être d'accord. Il n'y aura pas d'opposition. Et en fait, quand vous discutez avec chacun, personne n'est d'accord. Donc ça promet du débat, mais surtout, ça permet de réfléchir sur d'où on part pour parler de ces enjeux. Comment on appréhende la question ? Il est évident que vous pouvez vous énerver un week-end en parlant d'immigration, puis d'un seul coup, si vous mettez à parler des retraites, tout le monde pose la question autrement, de savoir qui payera les retraites demain. Donc ça peut être un sujet qui devient très très froid et très banal. Si vous regardez les territoires, par exemple, et les écoles qui ferment, tout le monde est d'accord pour à un moment trouver une solution par rapport au nouveau mouvement migratoire. Si on parle de la question démographique, on prend un autre angle. Puis si on parle de la question de la sécurité, comme font beaucoup les médias, d'un seul coup, l'angle change. C'est-à-dire que la question migratoire, ce n'est pas une question. C'est une question à multi-approches. Ce qu'elle nous oblige, notamment dans les débats qu'on va avoir aujourd'hui entre des praticiens, des experts, des spécialistes, des historiens, des anthropologues, d'avoir une réflexion qui permet de comprendre aussi la manière dont on appréhende la question. Et puis, d'appréhender la migration en tant que telle, le déplacement. Ce mouvement qui crée par définition et des événements et des chocs économiques, mais aussi des réactions qui sont liées aux stéréotypes qui remontent du passé, mais aussi avec des grands enjeux qui sont, en fin de compte, comment les sociétés mutent et comment elles se sont métissées depuis toujours. Et en fait, c'est ça que va essayer de comprendre aujourd'hui cette journée, à travers 3 grandes thématiques, d'arriver à fixer des jalons qui nous permettent de penser peut-être, non pas différemment, parce que chacun d'entre nous ici, et si on est là aujourd'hui, voilà, mais d'avoir des éléments
complémentaires dans notre manière d'appréhender ces enjeux. Alors vous aurez tous l'occasion de réagir aux différentes tables rondes. Le programme est très chargé, mais il apparaît... Je pense qu'il est chargé, oui. D'accord. On aurait pu rajouter quelques personnes, mais non, c'est déjà un peu chargé. Alors, je pense effectivement que nous sommes là dans une passion. Alors, une passion française, européenne, on essaiera de le déterminer. Ça me fait penser à une caricature de l'affaire Dreyfus, lorsque Carandache, le fameux caricaturiste, avait présenté l'affaire Dreyfus de la manière suivante. Un dimanche, une famille se réunit autour d'un banquet, tout va bien. La table est mise, et la photographie suivante, le dessin suivant, c'est que tout est en sens dessus-dessous, les chaises à l'envers, parce qu'ils en ont parlé. Voilà. Donc ils en ont parlé, aujourd'hui c'est des questions migratoires, c'est de ce thème qui nous amène à réfléchir à notre avenir comme à notre passé, et dans l'idée de finalement se passer la parole et se échanger des réflexions. C'est comme ça que nous avons structuré tous les trois cette journée. Ben, ça tombe bien, on était trois et on a structuré 3 tables rondes. Donc vous l'avez compris, en fin de compte, la première table ronde qu'on a appelée Mouvement, elle va s'intéresser à savoir comment, depuis les temps les plus lointains, la préhistoire, les mouvements humains ont à la fois construit l'humanité sous sa forme actuelle, construit aussi les frontières, inventé des frontières que les humains après ont traversées avec beaucoup plus de difficultés, et comment en fait ce phénomène, qui ne s'est jamais arrêté, rentre dans des temporalités, dans des histoires, dans des récits, dans des économies, dans des rapports aussi au monde extrêmement compliqué, avec notamment les fermetures de frontières aujourd'hui. Et donc, regardez comment on arrive au présent. Donc ça, c'est de 10h45 à 12h15. C'est très précis, vous allez voir. Il y a une deuxième table ronde qui s'appelle Peuplement, volontairement provocatrice, on pourrait dire un peu même racoleuse. L'immigration est-elle une chance ou un fléau À 14h30 et jusqu'à 16h, on essayons de réfléchir et de mettre en question cette phrase qui est régulièrement jetée en pâture, notamment sur les réseaux sociaux ou dans un certain nombre de médias. Et puis la dernière table ronde, perspective, qui va en fin de compte se poser la question, où nous les historiens on est très très mauvais, donc c'est pour ça que c'est avec Aurélie on va essayer de l'animer avec brio, c'est regarder ce que vont devenir et ce que vont être les grands enjeux du XXIe siècle face au phénomène migratoire, où là on interpellera plusieurs dynamiques. Et puis au milieu de cette journée, on a choisi d'avoir plusieurs moments, dont le premier sera avec mon ami Éric Orsena, qui va ouvrir cette journée avec des réflexions extrêmement brillantes, en ne répondant jamais aux questions que je vais lui poser, et en partant sur tous les territoires qui sont les siens, sinon ce ne serait pas Éric Orsena. Tu confirmes. Et en milieu d'après-midi, entre les 2 dernières tables rondes, nous aurons le plaisir de recevoir Lilian Thuram, qui interviendra, lui, sur une des dynamiques, c'est justement ces notions de perception, ces notions d'altérité. Lilian travaille sur les préjugés, sur le racisme, comment ces enjeux aussi, son interaction, la fabrication de l'étranger, comment elle rentre dans une terme d'imaginaire pour justement avoir un autre regard qui va être posé autour de les 2 tables rondes de l'après-midi. Et puis, on terminera avec Aurélie et puis un lien avec la très belle expo que vous avez vue, quasi en avant-première, je le dis pour beaucoup. C'est hier qu'elle ouvrait, avant-hier, c'est ça ? Aujourd'hui, voilà. Donc vous êtes les premiers avec vos yeux à voir cette exposition Wax. Et on ne peut pas faire plus une histoire sur le voyage, le déplacement, entre un produit créé en Europe, qui est devenu un produit délétère en Afrique et qui revient aujourd'hui au Musée de l'Homme pour être exposé. Donc tout ça, avec la grande exposition Migration, c'est vraiment l'idée qu'on avait quand ce colloque a été créé, de la créer à l'occasion de cette belle exposition. On en parlait tout à l'heure, qui est fondamental aussi, avec les écoles qui viennent, le grand public qui vient, de replacer ces questions dans des enjeux aussi de connaissances. Et je pense que ça, c'est fondamental. À côté des imaginaires trompeurs, l'immigration, c'est d'abord aussi des chiffres, tu l'as dit, 4% sur la Terre. On pourrait se poser la question, pourquoi ça fait tant peur 4% de l'humanité qui ne vit pas dans son pays. Et pourtant, ça va être au cœur de la journée. Voilà, alors on vous souhaite une bonne journée. On espère qu'on en sortira plus clairvoyant, peut-être plus enrichi par nos échanges et nos discussions. Ce n'est pas effectivement un hasard si cette journée se tient dans un musée. Il me semble que ça met en scène déjà le fait que la dimension culturelle des présences issues de l'immigration sont aussi une part de la société française et de notre horizon. Donc merci à toi Aurélie de nous offrir cette tribune dans ces lieux. Bonne journée à tous. Merci, monsieur Éric Orsena. Je vous invite à me rejoindre sur la scène. Je vais récupérer mes petites notes. Tu veux te mettre où? Très bien. Alors, je pense qu'on dit toujours je ne vous présente plus. Mais en même temps, c'est toujours bien... Je sais pas, le micro marche. Oui, pardon. C'est toujours bien de représenter un petit peu Éric Orsena parce qu'on pense que les académiciens, en fin de compte, ne font plus rien et on fait des choses avant. Alors l'intérêt d'Éric Orsena, c'est un académicien qui fait encore beaucoup de choses. Depuis son prix Goncourt, sur l'exposition coloniale, déjà il œuvrait sur des sujets
qui était un peu au cœur de l'histoire de notre pays et de notre société. Un de ses derniers livres est vraiment au cœur de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, les mots immigrés. Tu as sorti chez Stock avec ton co-auteur Bernard Cerchiglini, je l'ai bien dit ? Oui. Super. Qui revient sur tous ces mots qui font aujourd'hui à la fois la langue française et qui l'ont enrichi, et qui est un très très bon, je trouve, symbole pour comprendre comment on se bâtit aussi avec les apports des autres et notre culture. Mais en plus, Eric, il a cette façon d'aller travailler sur des sujets qui nous font réfléchir sur comment le monde bouge. Tu as travaillé, je pense, en 2 minutes avec ce livre sur l'avenir de l'eau, petit précis de la mondialisation, et je me souviens de ces conversations où c'est toi qui m'as expliqué que, on en reparlait quand on s'en discutait tous les deux, que l'histoire au XXIe siècle de ce que va représenter l'enjeu de l'eau, à tous les niveaux, et les guerres même que cela peut générer, déclencheront des mouvements migratoires comme peu ont été connus dans les siècles précédents, autour de cette absence, de cette conquête, de ce désir de posséder l'eau, parce que c'est un élément essentiel à la vie. Enfin, tu fais un travail en permanence sur le métissage. Tu fais un travail en permanence dans tes écrits sur la diversité. Et on le verra tout à l'heure, tu t'amuses même à dire que tu es partout d'ailleurs et de nulle part en même temps, voire même un peu extraterrestre. Ce qui n'est pas toujours faux dans tes réponses. Tu peux être assez extraterrestre. En tout cas, je trouve assez important que ce soit toi qui ouvre, parce que tu es souvent... Marrant, ça te va bien de dire ça. Ce que je trouve intéressant que ce soit toi qui ouvre, c'est que tu sais mélanger la multiplicité des approches pour nous faire réfléchir différemment. Et on s'est dit avec Yvan et Aurélie que tu étais certainement, parmi tous les académiciens, celui qu'on avait envie d'avoir aujourd'hui pour nous poser, tracer peut-être les lignes de ce qui va accompagner cette journée. Alors je vais commencer par une première question, cher Eric. Tu as écrit, dans les mots immigrés, qu'en fin de compte, le français ne serait rien, ou serait peu, ou ne serait pas ce qu'il est, s'il n'y avait pas eu tous ces mots pour venir l'enrichir à travers le temps. Et en fait, on ne le mesure pas, on ne le voit plus. En fait, quand on l'a oublié, ça se serait dilué dans nos savoirs. Et toi, tu as voulu appuyer là-dessus pour dire le français n'est rien sans l'étranger, sans les mots étrangers. Alors, d'abord, je suis très très heureux d'être ici parce que ça va un peu recentrer mes visites à Paris. Parce que quand j'arrive ici au Trocadéro, je suis happé par le musée de la Marine. Et j'oublie le musée de l'Homme, ce qui est une faute impardonnable. Mais comme je l'ai avoué, je vais changer. Premièrement, vous avez dit quelque chose madame, qui me frappe énormément, directement, c'est-à-dire le musée citoyen. Pourquoi ? Il se trouve qu'à la suite de manigance, j'ai été élu à l'Académie française et je me suis rendu compte que j'occupais le fauteuil de Pasteur, de Cousteau et de Pasteur. Et donc, pendant 12 ans, j'ai eu François Jacob à mes côtés, qui m'a engueulé, en disant « Comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur, alors que tu es un économiste, c'est-à-dire tu ne connais rien à l'essentiel, et tu es un romancier, tu es un menteur. Donc bosse un peu, apprends un peu 2-3 trucs en biologie. » Ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une biographie, etc. Et donc, je suis ambassadeur de Pasteur. Et c'est là où on est au cœur de ce que vous avez dit, qui m'a profondément touché, c'est que nous sommes en train de refonder complètement dans le 15e arrondissement, l'Institut Pasteur, pour en faire un musée citoyen. Un musée citoyen au service de la science, au service des chercheurs, dans un moment où les vérités alternatives et toutes ces conneries sont en train de dévaster notre pensée et nos cerveaux. Donc, merci, madame. Je voulais vraiment vous saluer parce que vraiment, on prendra exemple de ce que vous êtes en train de faire. J'ai une réunion demain sur le prochain musée Pasteur. Donc, vous voyez, l'homme, le savoir, on n'est pas loin quand même de ces questions. Voilà l'introduction. Donc, je n'ai absolument pas répondu à ta question. Mais donc, voilà. Ma question était, tu t'en rappelles, pourquoi il y a cet oubli de comprendre que cette langue française s'est construite par ces mots immigrés ? Je reviens à ça, parce que je suis parmi les académiciens un de ceux qui gardent la meilleure mémoire. Et donc merci mon neurologue. Et donc, j'ai voulu travailler, parce qu'il se trouve que mes enfants ne lisaient plus. Et ils détestaient le français. Et ils détestaient principalement la grammaire. J'ai dit, tiens, avec mon ami Henri Salvador, on va faire un truc sur la grammaire. Donc, grammaire, chanson douce, etc., etc. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette langue ? Cette langue qui est mon pays. On me demanderait, est-ce que tu es français ou francophone ? Sans doute francophone. Donc, vous voyez, ces questions. Donc, c'est quoi mon pays ? C'est quoi cette langue ? Donc, j'ai travaillé avec mon ami Bernard Cerchiglini, parce que pour moi,
le savoir est absolument nécessairement lié à l'amitié. Si on est ensemble, on a travaillé. Et donc on a regardé, au fond, l'origine des mots français. Alors, et c'était au moment où ce grand penseur, Éric Zemmour, occupait tous les médias. Merci Bolloré. Il était là, comme ça, à ce moment-là. Et on a regardé. Et donc, on s'est rendu compte que les mots gaulois, c'est-à-dire les mots vraiment français, dit Zemmour, les mots français, selon lui, il y en a 50 ou 60. C'est tout. Et que les mots d'origine arabe, il y en a 100 à 1000 fois plus espagnol, plus tous les autres, etc. Donc on a fait le portrait de ce métissage linguistique grâce à Bernard, parce qu'il est savant et moi je raconte. Il me dit voilà comment ça s'est passé, et moi je suis le préposé à Il était une fois. Donc c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça qu'on a fait. Et on a vu un peu ces questions-là. Et on a vu cette formidable diversité se créer petit à petit par vagues successives, et à chaque fois par des apports de civilisation. C'est-à-dire, on arrivait quand les mots de francisque, français, etc. sont arrivés, c'est-à-dire il y avait plus une dimension guerrière. Et puis, quand les mots arabes sont arrivés, c'était la gestion du territoire, c'était la gestion de l'eau, c'était la gestion de l'agriculture. Vous voyez, tout ce que vous pouvez imaginer. Avec les histoires de mots incroyables, comme le mot abricot, qui vient de Précox, et puis ça va en Syrie, et puis ça revient. C'est-à-dire les voyages de quelques mots, c'est incroyable. C'est du métissage de voyage, du nomadisme qui petit à petit arrive. Et donc, il y a des mots comme ça qui sont... C'est absolument merveilleux de voir comment ils arrivent chez nous. Donc, et puis, donc, il y a, par exemple, les mots anglais qui arrivent. C'est-à-dire, quand on a majorité, parlement, tout ça, c'est les mots anglais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en avance dans l'organisation de la société par rapport à nous. De la même manière que les gens de Germanie étaient en avance sur l'organisation les armées, où les mots italiens étaient en avance sur le goût de vivre. Donc à chaque apport de civilisation, un mot qu'on intégrait dans la langue française pour accroître notre civilisation. Ça, c'est toute cette progression petit à petit. Et puis, on arrive à l'inverse, c'est-à-dire la menace. C'est-à-dire la langue qu'on appelle globish maintenant, c'est-à-dire la langue qui sert juste à consommer. Et on a un projet comme ça de faire une réflexion qui serait une sorte de spectacle où on lutte contre la réduction de la diversité qui est valable dans le domaine de la biologie, bien sûr, dans toutes les espèces vivantes, mais qui est aussi dans le domaine des mots. On peut très bien imaginer qu'il n'y ait plus que 300 mots, comme il n'y a plus d'oiseaux. Et de la même manière que Carlson, en 62, dit « le printemps silencieux » parce qu'il n'y a plus d'oiseaux du fait de la DTT, on peut très bien imaginer l'arme silencieuse du fait qu'il n'y ait plus de mots, ou qu'il y ait 300 mots. Il y a juste, donc, j'en sais rien, si c'est Trump, on dit, au lieu de toutes les nuances du sentiment amoureux, il y a Trump, il n'y a plus que baiser. En se vantant d'ailleurs, sûrement, ou en recourant à la chimie, mais bon, on voit les effets sur sa calvitie. Jaune. Il va évoquer la couleur, tu as raison. Il faut toujours décrire les couleurs. Les mots resteront peut-être pour les couleurs. Toujours les couleurs. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui me frappe du plus profond, c'est-à-dire d'où ça vient, premièrement. Deuxièmement, il se trouve, puisque tu ne m'as pas posé la question, mais je sens qu'elle va arriver, moi, je suis issu de... voilà, mes parents, c'est moyenne bourgeoisie, 185 rue de Vaugirard. C'était là, très affectueux, et je me faisais chier. Alors, heureusement, il y avait l'île de Bréa, où c'était la sauvagerie, et puis la liberté, et puis la mer, donc la nature, etc. Mais plus que ça, un grand-père d'origine cubaine. Donc, brutalement, le monde est au-delà de la rue de Vaugirard. Alors là, je me suis dit, oh là là, il faut que j'aille voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, premièrement. Et en Bretagne, on avait des gens avec qui nous étions, qui était dans un autre monde. Et j'ai peut-être trouvé des mots pour expliquer ce que je découvrais à ce moment-là, tout petit.
et qui m'a permis de lutter contre cette vague terrifiante de dessèchement, c'est-à-dire la prise de pouvoir par des soi-disant linguistes de la narration qui s'appelle le nouveau roman. Je me suis rendu compte plus tard, ce que je découvrais qu'on m'avait appris, que quand il y avait un volet qui bat en Bretagne, c'est pas seulement parce qu'il y a du vent et qu'on l'a mal fermé. C'est parce qu'il y a l'équipage d'un chalutier qui a sombré et dont tout le monde se fout, qu'on a oublié. D'où, quand j'ai lu 100 ans de solitude, c'est exactement le même sentiment que j'ai reçu de libération et de vérité que quand j'ai lu Le Cheval d'Orgueil. C'est-à-dire, en résumé, le rationnel n'épuise pas le réel. Et là, tout ce qui était ces questions, de tout ce qu'on avait vu, le morcellement, évidemment très positif en termes scientifiques, etc., mais ça avait un prix du dessèchement. Donc, vous voyez, c'était un peu tout ce domaine-là qui m'a complètement nourri, mais vraiment dès le départ. Comme en plus, dans ma famille, il y avait pas mal de militaires, je me souviens de ma première vraie conscience qu'il y avait un monde extérieur. C'était Dien Bien Phu, j'ai 7 ans, on est en mars 54, et toute la famille écoute les récits des combats, et la chute de cette position invraisemblable choisie par les militaires de Dien Bien Phu, parce qu'on voulait savoir si nos cousins étaient soit morts, qui aurait plutôt été une bonne nouvelle, ou étaient pris comme ça, prisonniers par le Viet Minh. Et donc, toutes ces questions-là, c'est-à-dire que vous avez un petit Français, vous ne pouvez pas plus être plus Français, et qui ne respire que par l'extérieur. Et d'ailleurs, tu dis très souvent que tu te sens, ou que tu es, ou que tu veux être métissé. Je t'avais entendu le dire, notamment à Saint-Malo, quand on a des débats. Ah bah évidemment. Tu le mets toujours en avant, cette idée de métissage. Ah bah, c'était là, et puis comme, d'une certaine manière, on étouffait un peu dans cela, enfin, on peut s'ennuyer, enfin, c'est pas s'ennuyer, c'est que on a le sentiment, très fort, mais 5-6 ans, qu'il y a autre chose ailleurs, et que cette autre chose me nourrit. Et que, comme tous mes parents, tous mes proches me racontaient des histoires, tous, c'est-à-dire ma mère était monarchiste, elle me racontait des histoires, mon père était officier de marine de réserve, il racontait des histoires de sous-marins, de porte-avions, etc. Mon grand-père des histoires cubaines, etc., toutes les histoires. À 8 ans, ils me disent, on n'a plus d'histoire. Donc, comme tu as déjà un peu de mémoire, donc il n'y en a plus d'histoire. Donc, il y a 2 solutions. 1, tu vas lire, parce que là, c'est inépuisable. Et puis 2, tu vas inventer des histoires. Donc, je commence à lire comme un fou, bien sûr, et en même temps, j'invente des histoires. Donc, je commence à écrire à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire avant d'aller à l'école, 1 heure tous les matins. Donc, depuis 70 ans, j'écris tous les matins. Et donc, pour raconter des histoires, pour m'abreuver de ce truc-là, c'est-à-dire pour sortir, non pas de l'ennui, mais de gâchis, de vivre moins qu'on ne pourrait. C'est ça l'idée aussi, le métissage. C'est vivre moins qu'on ne pourrait. Donc, je sais à 8 ans que je serai raconteur d'histoire. Tu voyageras. Et que tu partiras vers l'ailleurs, ce désir toi aussi de migrer et de revenir. Alors, avec un autre point qui est assez frappant, c'est cette chance d'avoir eu cette, plus que vocation au sens plein, vocarer, appeler, tout ça, être appelé par, etc. C'est que, bon, alors je vais raconter l'histoire. Raconter l'histoire, évidemment, je ne vais pas gagner ma vie, donc qu'est-ce que je vais être? On peut être, alors je dis, je vais enseigner, très bien, mais sûrement pas le français, parce qu'on n'enseigne pas sa passion. C'est autre chose. Et c'est là où je suis d'une génération qui arrive à l'âge de conscience au moment même des indépendances. C'est-à-dire, j'ai 15 ans, 62. Et ayant 15 ans, 62, je me dis, qu'est-ce que tu pourrais, pour comprendre le monde qui est en train d'advenir, qu'est-ce que tu pourras faire? Donc c'est là où je choisis d'être économiste des matières premières, en me disant que si ces pays nouvellement indépendants gèrent leurs ressources matières premières, ils réussiront leur indépendance. Ce qui n'était pas imbécile, parce que c'est le cœur de l'affaire. En ce moment, on voit partout,
On voit ce qui se passe avec l'Algérie partout, c'est-à-dire la plupart des pays qui ont des matières premières ne réussissent pas à bien les gérer. Donc c'est une question. Et c'est lié aussi à une entrée en militantisme, c'est-à-dire en Hippocane, 17 ans, j'entre au PSU avec... Rocard, je l'ai vu après, mais avec quelqu'un qui s'appelait Alain Savary et qui avait été de la grande noblesse dans la 4e République et tout ça, etc. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, c'est-à-dire que ces Français, plus que Français, adorent mon pays, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Comment est-ce qu'on nourrit, etc. Tout ça lié par la famille, donc une grande partie latino-américaine. Nous, pour nous, l'oncle d'Amérique, c'est au sud de Panama. L'Amérique du Nord, ça n'existe pas. Donc, c'est après. Et le frère de mon père s'en va au Brésil l'année de ma naissance pour devenir architecte et clarinettiste. Voilà. Et comment tu juges aujourd'hui le fait que l'immigration, on a un des thèmes, tout à l'heure Yvan l'a dit, une des tables rondes va s'appeler l'immigration, une chance ou un fléau pour la France. Thème très provocant. Pourquoi il y a cette peur de l'immigration? Pourquoi on a peur de l'autre? Pourquoi certains pensent que l'immigration est une chance et ça pourrait être débattu, et d'autres vont dire que c'est un fléau, et ça pourra être, et ça va être débattu aujourd'hui. À ton avis, pourquoi ça crée tant de polémiques et tant d'hystérie ou tant de combats qui sont des fois au cœur des enjeux, on l'a dit tout à l'heure, électoraux, politiques, et des grands moments de l'histoire? Qu'est-ce qui génère ça dans l'immigration? Alors, je comprends pas trop, sauf que un des thèmes que vous allez retenir, c'est que il n'y a plus de projet commun de société. Et on voit bien dans toutes les relations qu'on peut avoir, dans le couple, dans l'ami, si on n'a pas de projet, d'abord on se voit moins qu'on le souhaiterait, mais aussi la dynamique du projet commun permet de calmer la frayeur. Si une société arrêtée est une société qui a peur. Donc quel est le projet? On n'a pas de projet. Et moi, par exemple, en termes d'économie, on a vu le débat sur la planification. Alors, il y a un Premier ministre qui a été un commissaire au plan infiniment paresseux. Et donc, voilà, on a dit qu'on allait supprimer le plan, on ne peut pas faire ça au Premier ministre, etc. Mais moi, quand j'étais à Sciences Po, je ne sais pas, à 20 ans, le commissariat au plan, c'était formidable, parce que c'était, au fond, qu'est-ce qu'on veut? La DATAR, l'aménagement du territoire en commun, au lieu d'avoir cette connerie du ruissellement qui fait que les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Ça vaut pour les êtres humains comme pour les territoires. Donc, quel est le projet de la France? Il est où? C'est la retraite. Je veux dire, on est malades mentaux quand même de dire que la vraie question, la question la plus importante des Français, c'est la retraite. Enfin, attendez, même un académicien français, un quasi-vieillard, dit que ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, je pense que l'immobilité, c'est la peur. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime tellement ce que vous avez dit, madame, le musée citoyen. Parce que le musée, ce n'est pas le passé. Je veux dire, tous ces gens qui se battent pour voir la Joconde, j'en ai rien à foutre. Mais l'idée que ça, le wax, oui. Donc, wax, oui, Gioconda, non. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais j'en ai rien à foutre de ce sourire énigmatique. J'en ai rien à foutre de savoir quel est le sens de l'énigme de la Joconde. On va basculer du wax et de la Joconde à la crise écologique. Donc, si vous avez un poste de stagiaire, je suis bien moins cher que vous pouvez croire. Oui, tu as bien compris qu'il n'est pas retraité. Il ne le sera jamais. Parce que dans conversation, c'est toujours la seule phrase qu'il te dit, c'est qu'il ne sera... C'est formidable. Non, mais qu'est-ce qu'on est bien ici. Quand tu parles de la crise écologique, et tu as fait des livres sur le sujet, tu expliques que ça va certainement être un des plus grands bouleversements, et notamment migratoires, pas simplement du siècle qui vient. Et ça sera notre troisième table ronde aujourd'hui. Je voudrais t'écouter là-dessus. Je voudrais que tu expliques ce que tu expliques à beaucoup, que beaucoup ne mesurent pas, de ce que va être ces bouleversements du siècle autour de la crise écologique et autour justement d'une Terre qui va être en bouleversement. Alors, cher Pascal, enfin une question à laquelle je vais répondre. Et il faut 20 minutes généralement pour que tu répondes à une question, on est dedans, c'est bien. Voilà. Alors, vous parlez du temps long. Je voudrais vous dire ma conviction la plus profonde. C'est que le temps long n'a pas vraiment de sens parce que le temps est de moins en moins linéaire et que le temps s'accélère et ralentit à côté. Et qu'après avoir travaillé
pendant 20 ans maintenant sur la mondialisation en termes d'espace, je vais réfléchir en termes de temps et sur les questions d'accélération. Et l'accélération, ça empêche les métamorphoses. Et ça accroît la peur. Parce que si on prend son temps, on voit bien soi-même. Quand on doit à toute vitesse s'adapter, on est complètement affolé. Et qu'est-ce qui va se passer en accélération? J'étais hier à un débat à la Coupole, l'Institut, avec toutes les 5 académies, et on était avec des architectes. Et on était avec des architectes sur la question clé du trait de côte. Vous savez, c'est-à-dire que ce n'est pas la submersion de notre Premier ministre, mais c'est la submersion aquatique. Vérité. Avec des questions concrètes, c'est-à-dire des communes ne peuvent plus assurer, puisqu'on est là comme ça. Donc, et ça s'accélère du fait du réchauffement, des règlements climatiques. C'est-à-dire les côtes s'effondrent, alors même que la plupart des habitations se sont construites au bord des côtes. Et donc, vous avez des tas de lieux en France, par exemple, tout ce qui est au nord de Boulogne, ou tout ce qui est au nord de La Rochelle, ça s'effondre, ça grignote. Il est à peu près probable que dans 50 ans, La Rochelle, c'est Venise. Donc, il y a ces questions-là qu'il faut bien voir. Mais il y a plus grave. Il se trouve que dans les matières premières, j'ai décidé il y a 20 ans de m'intéresser à la première des matières premières, l'eau. Bien. Alors, j'ai fait un tour du monde de l'eau, etc. Bon, très bien. J'ai regardé tout ça. Bon, très bien. Et puis, je me suis intéressé plus directement à ce que c'était que les fleuves et les deltas. 600 millions d'êtres humains habitent un delta. 600 millions d'êtres humains habitent un delta. Tous les deltas du monde, sans exception, sont menacés. Pour des raisons partout semblables. Qu'est-ce qu'un delta? Le delta, c'est l'enfant des sédiments. Si vous n'avez plus de sédiments, vous n'avez plus de delta. Comme on a multiplié les barrages en amont, il n'y a plus de sédiments ou de moins en moins de sédiments. Même les barrages qu'on appelle au fil de l'eau sont retenus, premièrement. Deuxièmement, dans les zones tropicales, vous aviez des protections, qui étaient les mangroves. Les mangroves ont été détruites pour multiplier les élevages de crevettes ou pour urbaniser. Donc, il n'y a plus cette sorte de barrière naturelle. Troisièmement, par définition, le delta, c'est un endroit de très riche végétation, qui, au fil des millions d'années, sont devenus carbone. Donc, ils sont devenus gaz et pétrole. Donc, drill, 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 drill. Donc, on effondre. Les deltas sont aussi des lieux où il y a du sable. Et on a besoin de sable pour construire. Donc, on creuse. Donc, ça s'effondre. C'est moins nourri et ça s'effondre. Et en plus, il y a la montée de l'eau, qui n'est pas partout pareil, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. De la même manière que le temps n'est pas linéaire, il faut en finir avec ce que c'est que la moyenne. La moyenne ne veut rien dire. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le même débit d'un fleuve comme le Rhône, mais si vous avez plus d'eau à un moment où c'est nécessaire pour avoir du maïs, au revoir. Comprenez, il faut aller un peu plus fin dans cette affaire-là. Bref, qu'est-ce qui va se passer avec le Bangladesh, où j'ai été maintenant 5 fois? Et on a, en gros, à peu près 50 millions d'êtres humains qui sont sous l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être suivi, parce que c'est quelque chose qui m'a terrifié, le moment de la partition de l'Inde. Et la violence de ce qui s'est passé dans les années, justement, parce que c'était 47, tout ça, ce moment où je suis arrivé sur Terre. Et donc, j'ai vu ce que c'était cette violence. Donc, où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller? Et j'y étais encore il y a 4 mois, parce que non seulement il y a une montée régulière, mais il y a une multiplication des phénomènes extrêmes, puisque la température de l'eau dépasse les 28 degrés, et quand vous avez un dépassement de température de 28 degrés, c'est là où commencent les trombes. Et donc, c'est la question que je pose. Donc moi, le petit bémol que je mettrais à votre temps long, c'est réfléchir sur le temps et trouver des poches mortifères d'accélération. Parce que ça ne sera pas 4%. 600 millions, ce n'est pas 4%. Et quand vous voyez
on va voir ce qu'il va faire Trump là. Sur ce qui se passe avec le delta du Mississippi. Ça ne touche pas que les pays sous-développés, les questions des deltas. La Louisiane est sous l'eau. Alors on dépense des milliards pour avoir des digues, mais vous voyez, c'est la course à l'échalote. Donc deal, et puis voilà, et au lieu de dire en amont, de nourrir un peu pour que ça continue à baisser. Enfin, toutes ces questions-là. Donc, moi, je suis passionné par vos recherches. En tant que romancier, j'essaye de croiser les enquêtes que je peux avoir en sorte de grand reporter, avec cette chance immense d'avoir des lecteurs, puisque je me souviens, le premier livre que j'ai fait sur le coton, mon éditeur l'a imprimé à 5000, il croyait 0. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, t'as vu les tirages? Oui. Et il m'a dit cette phrase qui est une sorte de rêve quand vous rêvez Tintin, en moins comme ça, Tintin en Congo, mais moins Tintin. Il m'a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. Il ne m'a plus jamais revu. Tu as dit tout à l'heure avec une boutade, tu as parlé des retraites. Et aujourd'hui, le débat, en fait, il est simple dans la plupart des grands pays occidentaux, c'est il faudrait de l'immigration pour payer des retraites. Première vision, qui est extrêmement mécanique. Et deuxième vision, chez les nationalistes de ces mêmes pays, les flux migratoires, c'est la fin des identités de chacun des pays. En fait, on a l'impression qu'il n'y a plus que ces 2 balises-là, l'une qui se voudrait extrêmement mécanique et économique et presque à rendre obligatoire l'immigration, et de l'autre côté, que la fin des identités, ce serait quelque part le devenir dans les générations qui viennent face à l'immigration. Comment tu réagis au fait qu'on ait résumé maintenant ce débat sur l'histoire de l'immigration à ces 2 simples balises? Mais l'identité, moi, ça me fait marrer de voir les identités comme ça, des malades de l'identité comme ça. Donc, l'identité, elle se crée. Un musée, il est fait pour l'avenir. Il n'est pas fait pour célébrer les passés. Le musée, il se crée. L'identité, elle se fonde. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de l'identité? Qu'est-ce qu'on fait quand on est homme et femme et tout? Moi, les gens, ils me disent, je me souviens, il y avait une émission de radio, et ils disent, alors, qu'est-ce que vous êtes quoi quand vous êtes écrivain? Quand je suis écrivain, j'ai pas de genre. Ah bon? Vous n'avez pas de genre? Ah bon? On peut dire vous êtes transgenre? Ouais, je suis transgenre. Parce que, oui, alors j'aurais plus le droit maintenant de dire je en étant une femme africaine. Si j'ai fait 70 livres, si j'en aime un, c'est celui que j'ai écrit, qui s'appelle Madame Ba. Où j'arrivais pas à écrire, j'ai dit je, et je suis, comme vous voyez, pas franchement une femme malienne. Eh bien, je vous emmerde, je dis je parce que je suis dans cette identité-là. Et le prochain livre que je fais, je suis un fleuve. Donc je suis encore plus que transgenre. Je suis un hyper-woke géographique et fluvial. Donc c'est ça la liberté. Parce que autrement, c'est le principe même de l'art, de pouvoir habiter, faire exploser des identités. Donc personne n'est aussi maigre que Giacometti dans L'homme qui marche. Et pourtant, l'homme qui marche, c'est la condition humaine. C'est ça l'art, le principe de l'art. Donc c'est ça, cette conception créative de l'identité. Moi, je connais bien l'histoire de mon pays, j'aime follement la France, mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais vous dire, je hais la rente. Je hais la rente, voilà. Tu hais la rente et tu es romancier. Un romancier, c'est capable de ce que nous, les historiens, on ne sait pas faire, c'est de regarder l'avenir avec peut-être plus de justesse que les autres. La France, dans 75 ans, pour toi, c'est quoi comme pays? Dans 75 ans? Ouais, on ne sera plus là tous les deux, donc on peut en parler. Non. On ne prend aucun risque, ils jugeront alors, sur nous. Là, je suis aussi économiste dans cette affaire. Il y a quelques phrases criminelles dont eh bien, nous allons dans une société où il y a une France sans usine. C'est-à-dire la désindustrialisation de la France, c'est une catastrophe. Absolument. Absolument. Et donc la France, telle que ça continue de voir, eh bien, nous serons une poche de touristes et de luxe. Et puis on redistribuera, plus ou moins, ce qu'on a gagné avec le luxe et le tourisme. Et pour moi, parce que évidemment, il fallait s'unir et avoir un espace pertinent qui était l'espace européen, et du fait des identités antérieures, ne pas se projeter dans un vrai projet européen
qu'on n'a pas su bâtir, qui a été, c'est vrai, bouleversé par l'effondrement du mur. Je sais bien ce moment-là, puisque j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères, quand le mur de Berlin s'est effondré. Et on disait, évidemment, il faut accueillir tous ces pays, et évidemment, on ne va pas bâtir un espace commun à 27. Donc on s'est trouvé dans cette contradiction-là absolue, alors qu'on savait bien que l'espace de résistance par rapport aux empires américains et chinois était évidemment européen. Et on voit un peu ce qui est en train de se passer. J'ai la plus grande des craintes sur l'unité de ce couple franco-allemand, étant donné des intérêts complètement divergents, notamment vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire vendre des voitures, comment est-ce qu'on va faire? On va voir l'agriculture, je suis passionné par l'agriculture, etc., etc. Pardon, je vire café du commerce, donc ce n'est pas le niveau de ce musée citoyen. Oui, et en même temps, tu dis, nous sommes dans un temps maintenant qu'il faut assumer, c'est la mondialisation. Le monde est interconnecté, il est global, il ne peut plus être national. Tu l'as dit dans les interviews, j'ai la preuve. Comment cette mondialisation, tu la vois? Parce que la mondialisation, par définition, c'est la liberté de circulation. Ou alors, si c'est une mondialisation qui a encore plus de frontières, il y a un paradoxe. Ce n'est pas la mondialisation. Comment on va la vivre, cette mondialisation au XXIe siècle? Alors, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que j'avais un rêve. Quand je rentre à 35 ans au cabinet du ministre de la Coopération, Jean-Pierre Cot, c'était ce qu'on appelait le co-développement. C'est-à-dire, avec l'Afrique de l'Ouest, essayer de bâtir un projet commun et voir un peu comment on pouvait faire. Maintenant, on est fâché avec tous les pays de l'Ouest africain. Tous. Et ça ne marche pas du tout, et on voit ça. Donc, évidemment, il va y avoir des êtres humains qui n'ont pas d'autre solution que de franchir la Méditerranée, comme on l'a vu. Et donc, il faut bien savoir ce que c'est, parce que je les connais, ceux qui partent. Je les connais, ceux qui partent du Sénégal. Je les connais, ceux qui partent, ceux qui traversent le Sahara. Je vois ce que c'est, parce que j'y étais. À un moment donné, vous pouvez encore aller à l'extrême du Mali, à la frontière de l'Algérie. J'y étais. Maintenant, je serais pris en otage immédiatement. Et donc, j'y étais. J'ai vu, c'est un désespoir absolu. Mais est-ce qu'ils auront d'autres solutions? Comment ça va se passer? Honnêtement, je ne sais absolument pas comment. Je ne sais pas. Donc, quand je ne sais pas, quand vous êtes romancier, ce n'est pas parce que vous allez apprendre, mais vous racontez une histoire. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Pourquoi j'ai écrit l'exposition coloniale? Pour une raison très simple. Et on est au cœur de la question que tu poses. C'est qu'en 1929, crise. La France, la grande France comme ça, elle n'est plus rien. Elle se dit, la seule solution, c'est l'Empire. Exposition coloniale. Il y a autant de visiteurs de l'Expo à Vincennes que d'habitants en France. 30 millions. 30 millions de visiteurs pour renouer avec le rêve grâce au Sud, avec des pratiques insupportables, ce qu'on montrait. Des animaux, enfin c'était immonde. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? C'était déjà la même réflexion après 8 ans de cabinet ministériel ou présidentiel. Vous voyez, ce sont de questions. Comment trouver un rêve français qui nous unisse? Voilà, c'est le rêve, c'est la mission du musée citoyen. En 2023, tu dis, en me promenant en France, je constate une grande déconnexion entre le monde politique frileux et des gens qui se battent, qui sont dynamiques. Il y a une vitalité française tout à fait exceptionnelle. Tu contredis un peu ce que tu viens de dire. Il y a quand même de l'optimisme. Mais bien sûr, il y a de l'optimisme. Mais il y a de l'optimisme ponctuel. On l'a vu avec les Jeux, on l'a vu avec tout ça. C'est vrai que, franchement, c'était un bonheur absolu de retrouver le sourire en France. C'était quand même là, ici même, ce que c'était. C'était là, ils étaient contents. Et puis, l'ambiance en France. Ça veut bien dire que quand il y a un projet commun, on s'entend bien avec son voisin. S'il n'y a pas de projet commun, le voisin est l'ennemi. Donc la dynamique, elle est là. Mais avec... Alors on entre dans les questions politiques, mais c'est la remise en cause du en même temps qui est quand même le n'importe quoi. Et le n'importe quoi, ça ne donne pas un projet commun. Donc franchement, maintenant, je préfère l'alternance. Ça veut dire que
Et on va terminer par cette dernière interrogation. C'est quoi aujourd'hui la responsabilité des politiques sur cet enjeu-là? C'est qu'aujourd'hui, ils jouent avec, tu l'as dit tout à l'heure, le mot identité, ils jouent avec un monde en étant plus capable d'anticiper le monde de demain, la modernité, et de créer en fin de compte une identité commune et des projets communs et d'être ensemble. C'est la faute des politiques ou, beaucoup plus complexe, c'est la manière dont, depuis, et sur tous les continents, et pas simplement en Occident, quoi qu'on en pense, parce que la question identitaire en Inde, toi qui vas au Bangladesh, tu sais ce que ça veut dire. La question identitaire aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, on sait exactement ce que ça signifie. Les débats sur l'identité ou la peur de l'autre sont des débats qui existent en Afrique du Sud par rapport au rejet des étrangers, par exemple. Est-ce que ça, c'est un débat qui est plutôt de l'ordre du médiatique ou du politique? Et j'aimerais bien que tu termines par cet enjeu-là en disant aujourd'hui, c'est quoi on doit nous le plus agir, les intellectuels, les scientifiques, les savants, pour arriver à essayer de travailler les choses? C'est l'opinion qu'il faut travailler ou c'est nos élites politiques qu'il faut savoir peut-être mieux conseiller, aiguiller, voire contester? J'ai écrit une biographie de Beethoven et l'expérience que j'ai maintenant, c'est que la sourdité de Beethoven était rien par rapport à la sourdité des politiques. Génie en moins. Donc on peut leur raconter tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'on veut. Ils vous regardent avec des grands yeux. Vraiment, c'est intéressant ça, franchement. C'est vraiment intéressant. Et puis zéro. Donc, moi, pourquoi on va continuer? On regarde ça, et puis il n'y a pas d'incarnation, j'en sais rien. Mais moi, je pense à des lieux comme celui-ci, et je pense énormément à l'éducation. Alors évidemment, si on ne changeait pas de ministre tous les 15 jours à l'éducation nationale, je vais vous donner un petit exemple, tout simple, avec quelqu'un que tu connais bien. C'est très partiel, mais en même temps, bon, je suis reçu par Pam Ndiaye, éphémère ministre de l'Éducation. Il me dit comment est-ce qu'on peut intéresser directement les grands enfants, CM2, aux questions d'environnement. Étant donné ma marotte, je lui dis, très bien, tu fais adopter 100 mètres de rivière par une classe de CM2, si le prof est volontaire, et tous les trimestres, ils rendent visite à ces 100 mètres de rivière et ils regardent comment ça marche. Comment ça marche, comment on peut protéger, comment ils connaissent. J'ai fait ça dans 3 endroits. 1, chez moi en Bretagne, à Pontrieux, 2, à l'île Saint-Denis, et 3, au Mureau. 3. Et donc, on va lancer ça. Comme on ne sait plus qui a à l'éducation nationale, que l'Office français de la biodiversité est menacé, on fait ça avec le recteur, des recteurs d'académie dans 3 endroits. Donc, on va lancer ça. Adopte. C'est-à-dire ça, c'est pas prendre l'environnement de manière générale, mais voilà, tu es responsable d'un morceau de cet être vivant qui s'appelle une rivière. C'est un exemple. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de fédération d'aspect avec cette morale, et je peux finir là-dessus, c'est la morale du possible, pas de la pause. Pas de la pause dans les deux sens. C'est la pause et puis l'arrêt. Non, la morale du possible. Et moi, ma morale, et là, ça revient avec le musée de la Marine, pour moi la morale, c'est le bateau de Charcot. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas un musée citoyen? Pourquoi pas l'adoption de la rivière? Pourquoi pas tel élément de zone zéro chômage? Pourquoi pas une belle intégration là d'émigrés qui viennent? C'est possible. Donc c'est la possible, parce que évidemment le compromis, mais le possible, enfin la somme des possibles, savoir que les possibles existent, c'est quand même un peu plus emballant et excitant que le compromis. Voilà pourquoi je voulais que Eric Orsenna soit celui qui ouvre. Parce que réfléchir sur la question de l'immigration, ce n'est pas juste une question qui se pose avec un angle simple, comme des mathématiques, 1 + 1 = 2. Ça implique beaucoup de choses. Réfléchir sur le monde, sur l'écologie, sur l'histoire, sur le passé, sur les identités, sur la formation, sur les opinions, sur les médias, sur la peur. On n'a même pas eu le temps d'en parler, la peur de l'autre qui existe. Moi, ma grand-mère avait peur de tous ceux qui dépassaient son petit village de Bretagne, du Vivier-sur-Mer, à côté de Cancale. Au bout de 20 km, déjà à Dole, elle avait peur. Alors au-delà de Dole, des gens qui habitaient comme chez toi jusqu'au fin fond de la Bretagne, elle aurait été paniquée là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces questions, on doit les intégrer dans la réflexion qui va nous accompagner aujourd'hui. Parce que la question de l'immigration, ce n'est pas simplement le déplacement d'un humain d'un point A à un point B. C'est tout ce qu'on vient de se raconter, jusqu'à la manière d'adopter des bouts de fleuves, ce que je trouve une très belle idée. Et peut-être qu'on va pousser un jour ce raisonnement, tu as raison, on va peut-être faire travailler les écoles à réfléchir sur des petites villes du bout du monde et faire réfléchir des élèves sur comment ça va se passer l'histoire du monde demain, entre ici et là-bas.
Vous savez ce que c'est que la fresque du climat ou des choses comme ça, etc. Oui. C'est formidable. Parce qu'ils sont ensemble, ils disent tiens, c'est là où c'est menacé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est mon ami, etc. C'est mon ami. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis passé de l'eau à la rivière. Au lieu d'avoir une matière, bon, l'eau c'est important, on s'en fout que ça soit important. Quand dans un couple on dit il faut qu'on se parle, c'est important, c'est mal barré. Merci Eric Orsena.